Hello! La lumière risque de changer, je suis navrée, je filme avec la lumière naturelle, j'ai pas trop le choix. Donc navrée si ça devient sombre, pas sombre, on va essayer de faire au mieux. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler des... Enfin le groupe, toi qui me regardes, tu, vous, généralement je jongle, tu fais avec, on sait pas trop. Bref, on se retrouve pour parler de ce que j'ai fait au mois de mars, culturellement parlant, donc exposition, conférences, séries et lectures, bien sûr. Donc on va commencer par ce bouquin, Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, il y a de l'eau dessus. Le Guin, je sais pas comment vous le prononcez, moi je dis Le Guin, qui est de la SF. Pour tout vous dire, en fait, j'ai beaucoup de mal à lire des livres en ce moment. Je n'arrive qu'à les écouter parce que quand je fais plusieurs choses en même temps, j'arrive à rester concentrée. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'ai commencé à le lire de manière manuelle. J'ai lu 50 pages et je suis restée 3 semaines plantée là. Et j'ai enfin décidé de prendre un abonnement Audible parce que c'est le seul moyen pour moi de réussir à lire tout bonnement. Donc je l'ai lu extrêmement vite pardon. C'est de la SF qui n'est pas justement en mode space opéra, testostérone, oh mon dieu la fin du monde, même si j'aime bien les space opéra. Là c'est pas ça, c'est vraiment l'exposition de deux mondes opposés. Vous avez donc un territoire... Gotham les griffes, Gotham. Vous avez donc un territoire qui est dépeint comme archi-capitaliste, j'en perds les mots, archi-capitaliste, et en face vous avez un monde qui est qualifié d'anarchiste en fait tout bonnement, avec une mise en avant du collectif, etc. D'ailleurs attendez, je vais prendre mes notes parce qu'en fait tout bonnement, je vous l'ai déjà dit mais j'ai beaucoup de mal à remobiliser ma mémoire, donc je prends énormément de notes et cette vidéo va être beaucoup moins chaotique si j'utilise mes notes, donc attendez un instant. Alors nous y voilou. En fait, je prends des notes dès que je lis un bouquin parce que j'ai beaucoup de mal à me rappeler les noms de personnages, les noms d'univers et toutes les choses qui me marquent. Ça y est, je me suis mis au post-it dans certains textes. C'est encore nouveau, mais du coup avec les audiobooks, c'est quasiment... c'est impossible. Et je pense qu'il y a moyen de prendre des notes, mais c'est pas un format qui me correspond, disons. Premièrement, juste de manière complètement subjective, j'ai beaucoup aimé ce texte. Il y a des choses qui sont assez bancales encore parce que c'est un texte qui commence à dater. Ursula Le Guin, elle est morte il y a quelques années, 2018 ou 2016, 2018 je crois, genre à l'âge de 88, 89 ans, un truc comme ça. Elle fait partie de la génération d'avant au niveau des auteuristes de SF. J'avais jamais lu de SF écrit par une femme, donc déjà ça fait du bien. Après pour les personnes que ça intéresse, le personnage principal, les griffes, le personnage principal est un garçon, est un homme qui s'appelle Shevek. Le traitement des personnages féminins, je le trouve pas du tout intéressant. Il y a des facilités de langage, genre il y a des enfants qui sont décrits uniquement par leur poids. Je crois que c'est en mode le gros et le fluet, enfin tu vois, des trucs qui sont archi datés maintenant. Au niveau de la forme, il y a des choses que j'aime pas. Au niveau du fond, j'aime beaucoup. Gotham, mais c'est terrible, à chaque fois que je filme, tu décides d'aller foutre tes pieds dans la carafe. Elle sait que je la regarde. Bref, pour te donner le pitch, donc on a Shevek qui vient, pour te faire les grandes lignes, qui vient du monde anarchiste, qui se retrouve à aller dans le monde capitaliste. J'ai oublié les noms, évidemment. Donc il y a Anarès et Uras, mais ça va être plus simple en fait de vous en parler comme ça, je trouve, pour les personnes qui ne l'ont pas lu. Et donc vous avez le monde anarchiste dont vient Shevek, et il va aller dans le monde capitaliste parce que c'est un scientifique qui va essayer donc de trouver... voilà, il a une découverte à faire et il va passer tout le long du récit à étudier autour de tout ça. Mais en fait, c'est pas vraiment le fond du propos. Le propos, c'est qu'il découvre ce monde, qu'il a le pied dedans et qu'il passe son temps à souligner des choses, questionner des choses, pas que en interne, hein, il va en discuter avec des personnes qu'il rencontre. Voilà, donc c'est un peu toute cette histoire-là, vous suivez Shevek et vous voyez un petit peu comment lui se positionne en tant que personne qui vient d'un monde qui n'est pas capitaliste et de toutes les incompréhensions qu'il peut y avoir autour. Par exemple, dès le début, il y a une espèce de soulignement, enfin bref, il souligne l'incompréhension totale autour de la possession du livre. Enfin en fait, le fait d'avoir une bibliothèque chez soi, pour lui c'est complètement un non-sens par exemple. Ça tourne beaucoup autour de la possession, hein. Globalement c'est un peu... en même temps c'est ce qui régit le capitalisme, donc voilà. Et en même temps il y a aussi énormément de questionnements autour du travail en tant que tel, de l'absurdité même de faire le même travail tous les jours avec autant d'heures, etc. Pourquoi ce ne serait pas possible de faire le travail qu'on veut, ou du moins le travail qui est le moins pénible pour nous, ou de le faire que 2 jours par semaine s'il y a... Enfin, tu vois, genre,
Combien de personnes vous connaissez qui font un 35 heures et qui s'ennuient un jour sur deux et qu'on force à rester là parce que c'est comme ça, tu vois. Quand ton boulot, il peut être fait en une matinée, il est fait en une matinée, tu vois. Il n'y a aucun sens à vouloir plus. Et du coup, c'est intéressant parce que ça, c'est dans un dialogue justement avec un personnage qui est en mode oui, mais bon, du coup, le travail difficile sera jamais fait. Et Shevek, justement, il explique que bah si, parce que tout bonnement, il y a les personnes qui ont de l'ego, qui ont envie de montrer que oh là là, ils savent faire les choses dures. Il y a des personnes qui ont envie de faire ça pour le collectif et qui se dévouent. Et il y a aussi, plus rarement, juste des personnes qui quittent le groupe pour aller ailleurs quand ça ne leur correspond pas, en fait. Et du coup, le fonctionnement collectif fonctionne très bien et s'autorégule tout bonnement. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir cette discussion. Tu sais, ça fait très discussion avec le vieux tonton à table, mais qui écoute quand même ce que tu racontes. Donc c'est assez intéressant quand Shevek parle avec cette personne du milieu du travail, même si tu vois bien que la personne en face comprend absolument pas son monde, mais à défaut elle l'écoute. Et genre ça finit pas en dispute, et je trouve ça assez intéressant parce que la SF c'est souvent des vieux monsieur qui la lisent. Enfin, quoique, est-ce qu'ils vont lire Ursula Le Guin, j'en sais rien. Mais s'ils tombent sur ce texte, je trouve que ça fait du bien de voir des discours, des débats même sur des situations où ça gueule pas en fait. Je trouve ça assez frais. T'as l'autre personnage qui dit oui, mais ceux qui bossent 10 heures par jour. Et t'as Shevek qui dit oui, mais il y en a qui aiment faire groupe ensemble et qui ont le plaisir d'être ensemble et que ça gêne pas, machin. Mais en même temps, du coup, ça équilibre avec les personnes qui ont des difficultés physiques, etc. Enfin, très intéressant. Il parle d'ailleurs de la place des femmes dans sa société à lui, comme quoi elles font partie du monde, elles sont d'égal à égal dans le milieu du travail, etc. Et t'as l'autre en face qui est en mode cul. Et même si je trouve les personnages féminins assez maltraités, dès qu'on a un personnage en tant que tel féminin, c'est compliqué, mais quand on parle de la globalité, c'est assez intéressant. Ça casse pas, c'est pas archi révolutionnaire, mais je pense que pour l'époque ça l'était, en tout cas dans l'écriture de la SF. Donc c'est assez cool à lire. Et du coup, il y a quelque chose aussi de très intéressant, toujours je crois que c'est la même discussion encore une fois, ou c'est avec un autre perso, je sais plus. Mais Shevek souligne donc qu'il n'y a aucun gouvernement, aucune organisation qui régit son territoire, aucune loi, tout ça, et t'as la personne en face qui est offusquée de ce fonctionnement, et t'as Shevek qui est en mode oui, enfin bon, à quel moment les lois et les gouvernements ont été respectés ailleurs? Inutilité. Pour lui, de toute façon, la définition même de pouvoir, c'est... un pouvoir politique, j'entends. La définition même du pouvoir, c'est de vouloir en avoir plus. Le mot pouvoir, c'est le fait d'accroître, d'avoir une possession. Et du coup, à partir de là, c'est un peu un non-sens pour organiser une société que d'être celui qui cherche à avoir le plus de pouvoir. D'ailleurs, il critique aussi l'administration hiérarchisée, etc. Donc c'est très intéressant, je trouve. Très peu de thématiques très... dark qui sont traitées, mais il y a quand même quelques phrases sur le suicide si vous êtes sensible à ça. C'est vraiment pas traité en mode très développé, c'est juste il y a je crois un paragraphe ou deux, peut-être un chapitre entier, je ne sais plus, mais les chapitres sont assez courts, voilà, il y a une petite réflexion autour de tout ça, du mal-être et tout, mais ça reste pas le fond du propos, quoi. Et en tout cas, dans ce texte, je trouve qu'il y a quand même pas mal de poésie, tu vois. Genre, en mode, qu'est-ce qui bloque la créativité intellectuelle? Bah, en fait, c'est la précarité, la pauvreté. Et quand il réfléchit une seconde, c'est une phrase hyper simple, mais en même temps tellement juste. En fait, je vous parle de trucs que je trouve positifs à voir dans un roman qui, justement, est un peu daté. Alors, c'est pas archi vieux, mais c'est quand même daté, et il y a plein de gens, tu sais, des fois qui vont te dire oui, mais c'est comme ça, c'est la SF, oui, mais c'était comme ça avant. Bah non, en fait, tout bonnement, il y a des autoristes qui ont fait différemment, et je pense qu'ils méritent un peu plus de lumière, même si Ursula Le Guin, clairement, elle est archi connue, mais dans le discours général des repas de famille autour des romans, je suis pas sûre que ce soit le nom qui se ressorte en premier. Et en tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime la SF, ça peut être bien de lui offrir ce type de roman, ou des personnes justement qui veulent commencer la SF, je pense que ça peut être bien de leur montrer ce roman en premier, parce que justement ça évite de poser les autres bases comme normal, justement. Les bouquins artistes ici, c'est pas normal, quoi. Après, il y a un truc que j'ai pas compris quand même dans ce roman, c'est que clairement, dans tous les retours que j'ai lus, les podcasts, les articles et tout, je n'ai vu cette mention que sur Reddit, mais genre une fois. Genre, il y a un moment, il y a Shevek qui agresse sexuellement une femme, qui éjacule dessus, qui la force et tout, machin. Et genre, le texte n'en fait pas... Genre, la seule chose qu'on a, c'est qu'il a honte de la situation, mais personne n'en reparle tout le reste du roman. Et du coup, je comprenais pas trop ce que ça venait foutre dans ce roman, parce que clairement, c'est gratuit à ce moment-là. Bon, c'est toujours gratuit, mais tu vois, ça vient pas appuyer... la personnalité de ce mec, je trouve, et du coup j'ai pas compris, et j'ai été tapée, tu sais, sur Google bêtement, Shevek a agressé machin, et en fait je n'ai trouvé qu'un pauvre
truc de discussion Reddit où une meuf en parlait, enfin il me semble que c'était une meuf qui en parlait en mode wesh, j'ai bien compris ou pas, parce qu'au bout d'un moment en fait vu que personne en parle t'as l'impression que t'as mal compris, mais non, ce mec a agressé une meuf dans le récit et ça n'apporte rien à l'histoire, rien. Cette meuf elle leur parle pas, ce Shevek il a honte un demi-chapitre et on continue. Donc j'ai bien aimé ce roman, mais alors cette espèce de truc au milieu, je sais toujours pas quoi foutre de l'info en fait. Enfin bref, si on revient au propos, tu vois, ça va être un mec qui va souligner qu'il faut abandonner donc ses propres ambitions personnelles pour le bien du collectif, que la solidarité humaine a été abandonnée clairement par le concept même d'obéissance, ce qui est hyper juste aussi je trouve. Et d'ailleurs il souligne le fait que donc son territoire à lui est gouverné entre grosses guillemets par la majorité et que le territoire donc capitaliste etc est gouverné par la minorité et donc encore une fois c'est vraiment un personnage qui ne comprend pas. C'est tellement plus logique qu'un territoire soit gouverné par le plus grand nombre plutôt que par 3 pélos. Ça coule de source, mais tu vois bien qu'il y a besoin de le verbaliser parce que de toute façon on voit bien... Enfin bon bref, t'as capté. Alors là attends, j'avais noté une phrase, alors je crois que c'est pas la définition, c'est pas la citation exacte, mais c'était un peu les grandes lignes. J'ai marqué « Partout dans les usines, dans les centres d'éducation... » Partout dans les usines, dans les centres d'éducation, dans le développement agricole, dans les centres de recherche, partout où l'on demande des connaissances techniques et des institutions stables, on ouvre la porte au désir de l'autoritarisme. Et du coup, je trouve ça assez intéressant parce qu'encore une fois, il y a vraiment cette idée d'élitisme au niveau des connaissances, élitisme intellectuel, qui passe aussi donc par les connaissances techniques. Et donc la suite, c'est on ne fait plus la différence entre administrer et gouverner les gens. On a oublié que ce besoin de domination était aussi présent chez les hommes, tout comme l'instinct de l'aide mutuelle n'était pas quelque chose d'inné, mais il y a quelque chose qui se travaille. Attends, qu'est-ce que j'ai voulu écrire là ? Ah oui, que donc lui il estime que le besoin de domination était présent chez l'humain, mais que l'entraide et l'aide mutuelle n'était pas du tout... Enfin, c'est quelque chose à travailler et que on a oublié qu'il fallait le travailler en fait. Et aussi d'ailleurs, il souligne que le fait, l'apprentissage en tant que tel était quelque chose à la base qui était censé t'amener vers plus de liberté. Enfin, plus tu sais, plus tu es maître de ce que tu fais et plus ça t'ouvre d'options. Et qu'en fait, maintenant, on a un apprentissage qui répond à une demande soit législative, soit professionnelle, etc. Alors, il y a des gens qui sont curieux, hein, bien sûr, mais voilà, il questionne encore une fois ce fonctionnement quoi. Pour reparler de sexualité, d'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mes notes sont pas organisées vu que je les note au fur et à mesure de ma lecture. Au niveau du désir sexuel, c'est assez intéressant comme représentation dans un texte qui date un peu. Il va pas se marier parce que c'est pas le propos, mais il va avoir, je crois qu'ils disent un partenaire qui n'est donc pas une relation amoureuse, mais bien quelqu'un avec qui t'avance dans la vie, même s'il va avoir des enfants avec. Donc cette personne, quand il la rencontre, il y a tout cette espèce de dialogue un peu lunaire, enfin pour l'époque j'entends, hein, parce qu'il est archi normalisé maintenant, même dans le monde... réel, pas que dans le monde littéraire, mais c'est vraiment en mode ah là là, j'ai envie de toi, ok, moi pas ce soir, bah moi non plus pas ce soir, je sais juste que j'ai envie de toi, mais pas ce soir également. Et du coup il y a toute cette conversation archi touchante entre deux inconnus qui discutent des désirs sexuels, du fait qu'ils y trouvent finalement pas tant de choses positives, qu'ils ont pas mal expérimenté, mais qu'ils s'ennuient un peu dans cette tâche. Enfin, cette tâche, voilà, le lapsus qui veut tout dire. Et que donc, c'est pas quelque chose dont ils ont besoin, et que pour autant, c'est pas quelque chose qui sera un frein si jamais ils veulent des enfants. Il va souligner qu'ils préfèrent avoir un lien fort avec une personne qu'un juste un lien charnel. J'ai 2 coccinelles qui arrêtent pas de glisser de mon mur et qui font poc-poc, mais qui continuent de remonter, redescendre, remonter, redescendre. Ah non, pardon, il y en a 3. Toujours plus. Pour continuer là-dessus, il est souligné donc que les femmes sont hypersensibles, mais Shevek souligne que les hommes aussi sont hypersensibles, donc pareil, je trouve ça assez chouette de le souligner. Et en tout cas, il va emménager avec cette femme, on sait pas s'ils sont en couple ou pas, mais dans l'idée, en fait, il y a des logements groupés dans ce monde, et il y a aussi des logements individuels. Shevek, il en avait un parce que justement, pour la création et la réflexion intellectuelle, il avait besoin d'isolement. Et là, ils vont prendre cette espèce de logement ensemble. Ça va changer hein, au fur et à mesure de la relation, ça va revenir... enfin voilà. Il y a aussi toute cette question de pourquoi on a un besoin d'un logement individuel. Enfin bref, et à un moment donné, donc il va avoir des contacts avec les terrestres quand même. Et l'ambassadrice terrestre, elle va employer le terme quand même de communisme non autoritaire. Que je trouve très juste, encore une fois, c'est des termes des idéologies que je conscientise, mais que je ne verbalise pas correctement. Je vous en parle parce que... Putain, c'est coccinelle. Je suis sans doute pas la seule. D'ailleurs, ils vont aussi opposer anarchiste et hiérarchiste dans ce texte. Je trouve ça archi intéressant.
cette terminologie, je vais y arriver. Donc voilà, globalement c'est un texte que j'ai bien aimé, qui m'a pas fait réfléchir dans le sens où, voilà, c'est des questionnements que j'ai déjà creusés, j'ai lu pas mal de choses sur le sujet, pas dans la SF par contre, et je trouve que c'est sympa de voir un texte un peu moins bataille, un peu moins bizarre aussi, enfin tout ce qu'il peut y avoir avec la SF. Là juste c'est un état des lieux d'un mec, tu vois, qui gravite entre les deux et qui ouvre des discussions qui sont clairement orientées, hein, parce que ce mec est quand même pro anarchie, etc. Et d'ailleurs c'est archi intéressant parce que à la fin il y a tout ce positionnement sur le fait qu'il a rejoint le monde capitaliste pour faire ses études, enfin sa recherche, et qu'en même temps in fine ses recherches seront à destination de ce gouvernement-là, et que du coup enfin, tu vois, lui, il avait envie d'aller là-bas pour changer le monde, parce qu'il estime que sa manière de vivre est la plus saine, mais en même temps, en faisant partie de ce nouveau monde, car il reste des années et des années, bah en fait, il ne peut plus être la personne, enfin, il peut plus être un anarchiste qui sauve qui détruit le capitalisme si lui-même devient un produit du capitalisme en donnant ses recherches à un système, etc. Enfin bon bref. Et du coup voilà, il y a aussi toute cette ambivalence de comment intégrer ces systèmes pour essayer de les démanteler sans être décroché de son truc d'origine. Là il n'y a pas de réponse binaire, mais c'est des questions que lui va se poser et je trouve ça assez intéressant aussi de questionner ça. Je vous mettrai, si j'oublie pas, le lien vers le Reddit là dont je vous ai parlé. Ça me fait penser d'ailleurs, il y a une phrase hyper connue mais je l'ai oubliée, sur le fait que justement, parce que le texte commence par ça, c'est le fait qu'il y a un mur entre ces deux mondes, un mur physique, et la phrase avec ce mur elle est hyper connue, mais bon bref, j'ai oublié comme j'oublie tout, voilà. En continuant sur la lecture, on a lu Noces suivies de l'été d'Albert Camus sur Twitch. J'ai reposté donc l'intégralité des replays sur ma chaîne pour que les personnes qui veulent avoir une lecture commentée aient toute la vidéo. Mais je vais faire une vidéo sur Camus pour parler de Camus en tant que tel et de ce texte de manière plus approfondie, puisque dans le Twitch je le découvrais et du coup il me manquait pas mal d'infos et j'ai lu pas mal de choses intéressantes, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo complète. Tu sais, une petite vidéo de 15-20 minutes, pas aussi longue que celle-là. Je vais essayer de temps en temps de faire des focus sur un texte en particulier. Là, Ursula Le Guin, j'ai hésité, puis je me suis dit que bon, elle va animer les 3/4 de cette vidéo, donc finalement, est-ce que c'était pas suffisant? Sinon, j'ai commencé Crime et Châtiment aussi, de Dostoïevski, sur Audible. Je suis un peu déçue pour l'instant. Sur le papier, c'est tout ce que je suis censée apprécier. C'est un étudiant précaire qui va commettre un crime pour raison financière, en fait, avoir besoin d'argent, etc. Le texte est très lent, moi j'aime beaucoup ça d'habitude, il n'y a pas trop de description, j'aime beaucoup. Je me suis dit que ça allait avoir une vibe Victor Hugo, mais en fait pas du tout. Je m'étais dit que ça allait être très introspectif également sur ses ressentis, etc. Mais je trouve pas tant. En fait, il y a tout pour que j'aime, mais j'accroche pas du tout pour l'instant. Je crois que je suis quand même à un tiers du texte. Et bon, je suis assez extérieure pour l'instant. Je vous en parlerai. Voilà, par exemple, là, ça ne nécessite pas que je fasse une vidéo complète. Si j'accroche pas plus que ça, je vais continuer de le lire. Aussi, du point de vue culturel plus large, j'ai assisté à la répétition du chœur régional de Rennes à la salle de la Cité. C'était hyper bien. En fait, je suis en train d'organiser mon copain cette année à 30 ans et du coup, je lui ai organisé 30 événements dans l'année. J'en ai jusqu'à novembre. Et il adore tout ce qui est chœur. J'ai fait en sorte que ces 30 cadeaux soient dans mon budget, parce que ça coûte très très cher de faire autant de trucs. Et donc la répétition du chœur était gratuite, ouverte au public et tout. Fallait juste réserver. Et c'était trop bien, mais vraiment trop bien. Ils ont fait la chanson des sardinières et tout. Enfin, d'ailleurs, il y a une expo sur Rennes sur les sardinières si ça vous intéresse. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, allez voir. C'est une révolution de femmes ouvrières en Bretagne, donc c'est hyper intéressant comme histoire. Et comme c'est les 100 ans, ce me semble, ça sert à rien que je fasse une vidéo complète là-dessus, même si ce serait très intéressant. Pas mal de gens l'ont fait. Et je crois qu'il y a une expo, il me semble, au Champ Libre à Rennes, si ça vous intéresse, si vous êtes de Rennes ou que vous passez dans le coin. En plus, c'est gratuit très souvent les champs libres ou premier dimanche du mois, ou si t'as des difficultés financières, étudiants, etc. Je crois qu'il y a tout un panel de trucs de réduction. Enfin, moi, je paye jamais. Donc, il doit y avoir plein de raisons. J'ai oublié. Donc moi je vais aller la voir, je l'ai pas encore vue mais je vais y aller. Donc bref, ce chœur était incroyable, c'est hyper intéressant en plus de voir des répétitions avec les critiques, les évolutions entre chaque reprise et tout, de pas voir des chansons complètes, c'était hyper intéressant aussi. Lui il a kiffé sa mère, donc tout bonus, tout bénef, voilà, c'était trop bien. Je suis un peu deck ceci dit parce que c'était organisé par l'Opéra de Rennes et je voulais l'emmener dans l'opéra parce que le bâtiment est super chouette et enfin moi je le trouve très beau. Et en fait c'était pas dans l'opéra du tout.
Mais bon, on aura d'autres occasions d'y aller. Aussi, j'ai repris les Simpsons. Voilà, mon beau-frère a récupéré Disney+, donc m'a filé ses codes. Et les Simpsons, c'est un peu mon objectif de vie que de terminer cette série. Et je suis saison 12. Voilà, alors sur 36, je vous l'accorde, mais saison 12 quand même. Je suis sur le dos. Ça me fait rire. Il y a plein de blagues qui sont absolument pas ok. On est bien d'accord. Mais écoutez, moi, ça me vide la tête. Voilà. Je regarde les Simpsons. Ah si, le mois dernier, donc aucun rapport, je vais aller voir un spectacle, un one-woman show à la Cité des Congrès, je crois, à Nantes, je connais plus le nom de la salle. Je suis allée voir Swan Périssé et c'était trop bien. Pas mal d'impro, c'est hyper juste sur l'actualité, ça parle beaucoup de patriarcat, etc. C'est hyper bien, bien écrit, bien joué, elle rigole énormément. Enfin, en fait, elle rigole d'elle-même, du coup, moi, ce genre d'humain, je les trouve hilarants. Ceux qui rigolent d'eux-mêmes et de leurs propres vannes, vraiment ma passion. Et voilà, c'était très chouette. Pour les personnes qui sont pas à l'aise avec les blagues de fesses, il y en a quand même énormément. Mais écoute, moi j'ai rigolé comme un dindon, ma copine aussi à côté. On a appris après qu'on n'entendait que nous, sauf que moi en fait comme j'avais ma pote dans l'oreille, j'étais persuadée que tout le monde rigolait au même volume sonore, en fait pas du tout. Donc voilà, on a été le bon public de base. J'ai vraiment beaucoup ri, je vous recommande. Elle a un autre spectacle il me semble qui va débuter ou qui a déjà débuté, enfin elle en a deux. Voilà, je suis pas allée voir celui sur le Facebook, je suis allée voir celui qui s'appelle En colère, je sais plus. Enfin voilà, la gestion de la colère globalement, et la non-gestion de la colère, et la non-envie de gérer sa colère aussi. Bref, c'était hyper sympa. Après la guerre aussi, j'ai regardé The Last of Us. J'ai voulu regarder un truc avec des zombies parce que ça fait longtemps. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé, mais pas trop en même temps. C'est-à-dire que j'ai toujours pas compris la vibe avec Pedro Pascal, il me laisse très vide. La gamine, j'accroche pas des masses, j'ai même oublié son nom. J'ai beaucoup aimé en fait, comme beaucoup de gens d'ailleurs, pour l'épisode 3 je crois. Espèce de microfilm intermédiaire là, avec ce couple d'hommes là qui vivent leur idylle dans ce monde. Je le trouve mais tellement touchant, tellement bien réalisé. Le reste est bien réel hein, de toute façon quand même, hein. C'est sympa à regarder et tout, hein. J'ai pas du tout passé un mauvais moment, mais voilà, je pense que je suis pas dans la hype du truc. De toute façon, ça fait très longtemps qu'une série m'a pas transcendée, d'ailleurs ça me rend incroyablement triste. Aussi, j'ai lu La machine à voyager dans le temps, La machine à traverser le temps, je viens d'y repenser, attendez. J'ai lu La machine à explorer le temps de H.G. H, la lettre G, la lettre Wells, et non pas George Orwell. Je croyais que c'était de lui, en fait pas du tout, je l'ai écouté. Si ça vous intéresse, gratuitement sur YouTube, c'est archi pas pratique comme format, mais les textes libres de droit existent souvent sur YouTube, donc moi j'ai pas mal, j'ai beaucoup écouté sur YouTube, sauf que c'est hyper chiant quand tu marches. Moi je le fais beaucoup quand je suis dehors et tout, et du coup tu peux pas verrouiller ton téléphone, enfin c'est archi casse-couille. Et du coup l'histoire se passe à Londres au 19e siècle, et du coup t'as cette espèce de scène, je crois que c'est un dîner il me semble, où il y a un mec qui prétend être le premier à avoir voyagé dans le temps, et du coup il va raconter ses histoires de voyage dans le temps. Sur le papier, encore une fois, c'est tout ce que j'aime. Après, globalement, en fait, j'ai pas trop aimé ce texte. Il va parler d'un monde qui se passe, mais dans, je sais plus, 100 000 ans, je sais plus, c'est genre méga loin, avec les Héloïs, qui sont un peu des descendants des hommes, un peu androgynes, un peu simples, tu vois, mais pas méchants. Et du coup, il y a les Morlocks, qui sont eux aussi des descendants, je vais y arriver, des hommes, mais eux, ils vivent sous terre, qui sont des espèces de macaques blancs là avec des yeux rouges. Je sais pas s'il y a un film, mais je pense que s'il y a un film je vais le regarder parce que faut que je capte la vibe un peu plus. Je suis hyper exposée là, cette barre là au milieu. C'est quoi? Putain, c'est ma fenêtre. Je peux pas faire mieux. Hey. Comment je peux faire pour que vous me voyez? Oh là là, c'est terrible. Si je baisse un peu le volet, je regarde le retour. Ouais, c'est carrément mieux. Et du coup, eux, ils se nourrissent d'Héloïs, pardon. Ce me semble. Enfin, ça, c'est les grandes lignes, hein. Je vais pas vous spoiler. Mais au niveau de ce que j'ai souligné, en fait, moi, ce qui me pose problème, encore une fois, attends, il a été écrit quand ce texte? S'il est libre de droit, là, ça doit être jadis. Date de parution 1895. Donc voilà, c'est quand même à replacer dans un contexte sociopolitique. Encore une fois, ça n'excuse en rien les propos, mais ça explique pourquoi ils ont été tenus et banalisés et publiés. Voilà. Mais en gros, ce que j'ai pas aimé dans ce texte, ce qui m'a sorti en fait du récit énormément, c'est la comparaison entre les bons humains entre guillemets et les sauvages, et c'est un peu un mot qu'il emploie. Il utilise le N-word par exemple. Il y a pas mal de trucs qui sont pas ouf. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah si, j'avais bien aimé cette phrase, cette petite réflexion. Il disait que si un truc va dans le futur, on serait obligé de le voir puisqu'il devait être là pour traverser le temps et traverser ce moment. Je l'ai très mal écrit ma note. Mais en gros, imaginons cet iPad va dans le futur, il est censé être là tout le long où moi je vis ma vie en fait, tu vois, et il devrait rester là pour arriver là-bas. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant.
Il remet en question l'éloignement physique entre les genres tout en restant sexiste, en parlant de la non-nécessité de femmes à être physiquement fortes si la société se trouve être moins violente. Voilà, ça m'a gonflé. Mais il remet tout de même en question le schéma familial, faire famille n'étant pas adapté à tout type de société. En fait, c'est ça qui est agaçant avec ce texte, c'est que sur le papier, il tente des choses, mais qu'au niveau de la réalisation, il y a plein de problèmes. Après, tu te dis, bon, c'est mieux que rien, bon, voilà. C'est vrai. Mais c'est fou, ce nombre de coccinelles. Je vous avoue que moi, lire ce texte en 2025 m'a beaucoup sorti du récit, alors que lire des textes antiques, des fois, me sort beaucoup moins du propos, parce que je les trouve bien moins éloignés de ma réalité actuelle. Je sais pas comment dire. Et bref, il critique l'amour pour la violence, il parle violemment d'une société allant positivement selon lui vers la soumission de la nature, animaux compris. Ah oui, il dit que la société avance positivement vers la soumission de la nature, animaux compris. Il imagine que l'art ne serait plus nécessaire sans la souffrance qu'il inspire. Alors ça me déprime, vraiment... plus boomer tu meurs. Après de mémoire il traite aussi du milieu capitaliste ouvrier, enfin du monde capitaliste et du milieu ouvrier, mais je me rappelle que la lecture était assez simpliste, mais à défaut il en parle quand même, voilà. Et donc bref, je trouve qu'il a une vision assez, enfin son personnage ou lui, l'auteur, j'en sais rien, mais qui a une vision assez binaire de ce que serait le futur entre les humains un peu bêtes, déjà ce terme me gonfle, enfin ça veut rien dire, tu sais, les humains que lui qualifierait de bêtes et les humains mauvais, entre guillemets, dans le but d'alerter un peu sur l'avenir qui se profilerait selon lui, quoi. Ça m'a fait penser du coup à Quartier Libre de La Volte. D'ailleurs, il y a un podcast sur France Culture où il y avait Elodie Doucy qui avait été invitée et ils avaient parlé donc de la vision imaginaire, enfin de l'imaginaire du futur, des villes du futur, etc. Et j'avais trouvé ça archi intéressant. Si ça vous intéresse, je vais essayer de penser à le mettre dans la bio. Et du coup, là, on a quand même pas mal de fois le cliché de la nature qui reprend ses droits et de l'homme qui est mauvais. Après, peut-être, je me dis aussi que c'est ce genre de texte comme La machine à explorer le temps qui a posé ses bases et qui fait que maintenant c'est un imaginaire qui prédomine, mais je trouve ça intéressant que des maisons d'édition, des autoristes, des textes remettent en question cette vision très arrêtée de l'avenir en fait et très pessimiste aussi d'ailleurs. Et je trouve que ce genre d'imaginaire est au final très fermé à la réflexivité et manque cruellement de nuances. Et c'est ce que j'aime dans la lecture de Quartier Libre que je peine à terminer parce que voilà, c'est un format papier, c'est que on a l'imaginaire d'énormément de futurs différents et je trouve ça archi inspirant, archi positif et ça ouvre à réfléchir plutôt qu'un truc en mode on va tous mourir qui est quand même la pensée qui prédomine dans l'imaginaire de fiction, que ce soit dans les films, même les musiques, enfin bref, la peinture. Putain, mais maintenant il y en a une par terre, une coccinelle. J'arrive pas à savoir si c'est des dorifores. C'est une invasion, c'est dingue ça. Attendez, je vais essayer de la choper pour vous la montrer. Viens sur mon livre, bébé. Ah, en plus elle a une poussière coincée dans ses ailes. Viens que je t'aide. Comment tu t'es accroché ça? Ça là, c'est une coccinelle ou c'est un dorifore ça? Mais arrête de vouloir te tuer. Bon, donne-moi cette poussière. Ah, mais elle est coincée dans tes ailes du coup. Bon bref, va falloir qu'elle ouvre ses ailes pour s'en dépêtrer. Pas la flèche elle encore. Hilarant si elle monte sur l'objectif parce que là elle est en train de monter sur l'appareil photo, j'ai envie de crever. Reviens, tu vas te faire mal. Oh là là. Bref. Donc, comme je vous avais déjà dit dans la vidéo sur le Danemark, j'ai investi dans ce minuscule carnet que j'emmène partout car je n'ai absolument la mémoire de rien. Le 8 mars, ça va être beaucoup plus rapide vu que je vais lire, toujours dans l'idée de faire les 30 trucs pour les 30 ans de mon copain, on est allé à la Roison Japan parce qu'il consomme énormément de manga, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Après, des fois c'est clairement cheap ou des recherches d'exotisme clairement dégueu. Mais là, écoutez, l'événement était archi sympa. Et donc on a vu la conférence de Noémie Godefroy qui a fait, je sais plus, une vingtaine d'années de recherche sur les Aïnous. Je ne connaissais pas du tout les Aïnous, qui est donc une population autochtone du Japon et de la Russie. Donc j'ai pris 2-3 petites notes si ça vous intéresse. Elle nous dit que ses sources, c'est principalement de la tradition orale étudiée donc depuis 20 ans. C'est une population ou un peuple, je sais pas comment on peut dire, dont l'apogée a été au XIVe siècle, un peuple majoritairement maritime. À l'heure actuelle, il n'y a plus de locuteurs qui ont comme leur langue maternelle, mais par contre, il y a toujours des personnes qui l'apprennent au niveau des études. Il y a donc 3 sous-groupes, les Sakhalin, les Kuriles et les Hokkaido. Je les prononce sans doute très très mal et je m'en excuse d'avance. Et donc, elle dit que la culture des 2 premiers, donc les Sakhalin et les Kuriles, ont été très effacées par le colonialisme japonais. Ce sont toutes les 3 là, ce sont des populations voisines qui vivaient du troc et de la circulation des produits entre la Chine, la Russie et l'actuel Japon. Par exemple de plumes d'algues de kombu, de peau de rako et de saké, qui est du saumon cuit.
QI. C'est une société hiérarchisée avec conflits potentiels liés au commerce. D'ailleurs, commerce qui se reproduit également avec les divinités, sachez-le, qu'on nomme des kamui. L'idée était en fait que la divinité devienne la plus importante du panthéon, etc. Enfin bon, bref. Et que du coup, elles reviennent voir la dite personne qui a commercé avec elle ou le dit village, etc. Comme pour la mythologie grecque, ils doivent se transformer en quelque chose pour apparaître sur Terre, genre en pluie, j'en sais rien. La divinité la plus importante est une vieille femme qui protège le feu. Il y a aussi des divinités chouettes, orques, enfin bref, il y a beaucoup de femmes dans le panthéon. Je trouve ça assez intéressant de le savoir. Il y a des instruments aussi propres. Elle nous a fait écouter des morceaux de musique. Et donc il y a un instrument qui s'appelle le mukuri et l'autre le tonkori, avec des chants en canon durant les cérémonies. Donc voilà, assez intéressant aussi. Très lié à l'argent, le chef qui devient le plus riche, a le plus de femmes et blabla. Je vous fais vraiment un bref blabla, hein, parce que c'est pas intéressant que j'y passe des heures. Si vous voulez, vous renseignerez ou lirez des bouquins. Donc là, c'est un peu pour savoir si le sujet vous intéresse ou le sujet vous le connaissiez, ou si vous en entendez parler, ça vous donnera 2-3 pistes de ah ouais, c'était le peuple qui. Voilà. Donc c'est une population où les femmes se battent aussi énormément durant les raids. C'est assez équilibré. Il y a eu plusieurs coalitions contre les Japonais en 1457, 1669 et 1789 qui ont été que des échecs. Les Japonais d'ailleurs ont interdit très rapidement la langue et les modifications corporelles comme les tatouages, des choses comme ça. Il y a un livre qu'elle nous a conseillé qui est Le Chant des étoiles du Nord, que je ne connais pas, je vous le mets là. Donc c'était assez intéressant parce qu'elle parlait donc de colonialisme et de tous les effets négatifs au sens large que ça peut apporter, comme par exemple l'alcoolisme, la perte de repères culturels bien évidemment, les discriminations, mais aussi l'exposition aux maladies par exemple. Le fait de venir coloniser un peuple qui t'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, tu viens lui rapporter tes miasmes, ça peut être très chiant. D'ailleurs, les Ainu ont disparu du discours politique après la guerre Chine-Japon et ils ont été redécouverts avec le tourisme exotique à Hokkaido justement. Et d'ailleurs, il y a un très fort militantisme Ainu qui recherche la reconnaissance à l'international. En 2008, le Parlement les a reconnus et en 2019, le gouvernement les a reconnus comme peuple autochtone du Japon, mais apparemment seulement parce qu'il y avait les JO en 2019 et qu'ils voulaient dans la cérémonie d'ouverture. Bon, JO qui ont été annulés avec le Covid, chèque. Mais voilà, donc ils les ont reconnus, mais avec un intérêt derrière, non dissimulé. Le soir même, on est aussi allé voir une conférence, la Nuit des Chouettes, c'est un truc national tous les 2 ans, il me semble, où il y a la Ligue protectrice des animaux dans plusieurs villes qui fait des petites présentations de sensibilisation, de qu'est-ce qu'un rapace nocturne, etc. et qui t'emmène faire une petite visite de nuit. Donc nous, c'était aux Prairies Saint-Martin à Rennes, et donc j'ai appris pas mal de mots, comme le plumage mimétique qui permet de se fondre pendant le jour dans le décor, que les chouettes avaient des yeux fixes mais avaient une tête qui pouvait rotationner à 270 degrés. Je ne savais pas que ces yeux étaient fixes. On dit qu'elles font partie de l'ordre des strigiformes qui en grec vient de Strix, sorcière, vampire, tout ça. Et aussi hyper intéressant, c'est que comme les prédateurs mangent les petites espèces, s'il y a extinction d'un prédateur, tu vas avoir prolifération de la petite espèce de base, donc potentiellement des rongeurs, et ça peut véhiculer plus de maladies puisqu'il n'y a pas de régulation. Enfin bon bref, prenez soin des animaux, merci. Ah d'ailleurs si, c'était ça qui était hyper intéressant, c'est qu'elles sont cavernicoles, ça veut dire qu'elles construisent pas leur propre nid. Petit aparté, j'aimais bien le mot cavernicole. Mais en gros, les bébés chouettes tombent des nids, et c'est normal apparemment. Elles tombent des nids, tout va très bien, et elles font leur vie. Du coup, si tu vois un bébé chouette tomber, l'idée c'est pas de le remettre dans son nid. Sauf si tu vois qu'elle est à côté d'un chat ou de je sais pas quoi, d'une route. Mais dans l'idée, c'est normal et elle va apprendre à voler et blablabla et blablabla. Donc voilà, tu ne l'aides pas forcément en la remontant là-haut. Pour information, la protection des rapaces date de 1976. Je sais pas si ce format vous intéresse. Genre un petit thème, des petites infos mais pas plus. Je ne sais pas. Et donc le 23, je suis allée à l'écomusée de Rennes de la Bintinais. J'y suis déjà allée, c'est une ancienne ferme agricole, il y a des animaux. D'ailleurs, il y avait des cochons et des chèvres et des moutons qui avaient mis bas. Il y avait plein de bébés, c'était trop mignon. Et on a d'ailleurs vu 2 chèvres qui venaient de naître, toutes pleines de crasse, le cordon encore qui... Bah, c'était dégueulasse, mais c'était si mignonne parce qu'elles tenaient pas sur leurs petites pattes, là t'as envie de le bouffer, c'est trop mignon. À la base, j'ai emmené mon copain pour un des 30 moments, encore une fois, parce qu'il adore les fleurs, mais genre il adore. Et il y avait une expo qui s'appelle Fleurs au-delà des apparences. Et il y avait aussi un atelier qui s'appelait Fleurs chamboule tes sens. Bon, ça c'est un atelier principalement à destination des enfants. Mais écoutez, on a essayé de reconnaître des fleurs par les odeurs, c'était sympa. On a fabriqué des petites fleurs en papier crépon. Moi j'ai failli pleurer parce que
Dans mon village, quand j'étais jeune, il y avait la journée des vélos, enfin il y avait les vélos fleuris et c'était des après-midi entières avec ma grand-mère à confectionner des petites fleurs en tulle pour décorer et les façades et les vélos de tout le monde. Et donc bref, c'est un événement qui se fait plus, mais ça m'a fait énormément de très bons souvenirs et du coup un peu de nostalgie que j'ai pas vu venir du coup, donc c'était un peu bizarre. Et donc apparemment il y avait une fête des fleurs, sachez-le, au 19e, 20e siècle à Rennes. Très déçue qu'elle n'existe plus parce que ça avait l'air très charmant sur les affiches. Sinon moi j'étais déjà allée à l'écomusée, donc c'est toujours assez sympa, c'est pas non plus... Enfin au niveau culturel c'est intéressant si t'aimes la ville de Rennes et que ça t'intéresse, mais sinon artistiquement à part l'expo c'est pas assez riche. Par contre il y a les animaux, c'est une bonne balade on va dire, c'est toujours sympa et lui il l'avait jamais fait, donc voilà. Ah aussi, ah oui il y avait ça qui était intéressant, il y avait un livret de visite qui n'avait aucun rapport avec les expos, mais un petit livret qui était distribué qui s'appelait Vie à la campagne, une histoire des femmes, et donc ça parlait des femmes de la Bantinais. Donc il y avait Philomène Guillauret, Mademoiselle Guilleux et Augustine Legendre. Il y avait une meuf, la fille de la bourgeoisie, il y avait la fille du jardinier et la servante, donc je trouve ça assez intéressant au niveau des représentations. Moi j'ai pas pris... Si j'ai pris des notes, oula. Ah non, j'ai pas pris tant de notes, pardon. Il y avait des conseils d'écouter deux podcasts, donc Les couilles à la ferme de 1900... Les couilles à la ferme de 2022 et Paysanne en lutte sur Arte Radio de 2023. Je les ai pas écoutés, mais voilà, c'était une recommandation. Et aussi le film Croquante de 2022 et le livre Mon corps de ferme aux éditions du commun de 2023. Voilà, c'est une thématique qui vous intéresse. Par exemple, j'ai appris donc que les fermières évidemment n'étaient absolument pas rémunérées pendant très longtemps, qu'elles n'avaient pas accès à des formations. Le début de l'enseignement agricole date de 1886 et l'école des ménagères agricoles, au secours le nom, date de 1930 et c'est d'abord passé par les jeunesses agricoles catholiques qui préparaient au rôle de mère et d'épouse au sein des fermes. Et ensuite, c'est dans les années 50 qu'il y a eu des trucs de facilité, etc. Et c'est en 1999 seulement, moi je ne le savais pas, qu'il y a eu la création du statut de conjoint de collaborateur dans le milieu agricole pour les femmes et donc un accès à la retraite. 1999. Et donc le dernier truc auquel j'ai assisté est une conférence sur En fait il y a le festival Salam actuellement à Rennes qui est un festival du cinéma palestinien et encore une fois c'est un des 30 événements que j'ai voulu emmener mon copain parce qu'il y avait une conférence du coup de Rachid Macharaoui et il y avait la projection de l'anniversaire de Leïla qui est une comédie palestinienne. La projection a été annulée parce qu'il y a l'occupation de Rennes 2 en ce moment, donc bon, c'est pas grave, ça arrive, on va l'emprunter au champ libre et le regarder quand même. Mais il y a pas mal d'autres films intéressants qui passent. Et donc il y avait Rachid Macharaoui qui est donc un réalisateur palestinien. De quoi qu'il a parlé? De plein de choses là, personnelles que j'ai noté. Cette tête, regardez-moi ces beaux yeux. Il a parlé de, je ne connaissais pas donc je vous en parle, de son film qui s'appelle From Ground Zero, qui est donc un projet essentiel pour montrer ce qui se passe actuellement en Palestine, qui est donc un condensé de 22 films documentaires et films d'animation réalisés par des personnes sur place. Et lui, en fait, il a un peu dirigé le truc depuis Rennes, depuis la boîte de prod dont j'ai oublié le nom, Co-Origine. Voilà, il a regroupé donc 22 projets et organisé un petit peu la logistique autour de tout ça et la direction artistique. Donc c'est un projet qui a commencé après le 7 octobre, pour information, qui a été sélectionné par 80 festivals dans le monde, qui a représenté donc la Palestine aux Oscars, qui n'est pas rien, même s'ils ont eu beaucoup de mal à dire le mot Palestine. Moi je le bloque parce que sinon ma vidéo est strike, mais dans ce genre de gros événements, ils peuvent bien se permettre un petit peu s'il vous plaît. Donc il y a un mélange de points de vue qui feront, à son sens en tout cas, des archives pour l'avenir. Et aussi, c'était une volonté de sa part d'accompagner d'autres réalisateurs grâce à la fondation, mais voilà, aussi une mise en avant. Enfin quoique, il a créé le projet mais il a pas réalisé le film, je sais plus. Enfin bon bref, il est dans le dos, mais c'est pas lui directement qui fait le boulot quoi. Il a parlé d'un autre réal palestinien de son époque, de sa génération pardon, qui est Michel Khleifi. Si ça vous intéresse de regarder un peu ce qui se fait dans le cinéma palestinien. D'ailleurs ils lui ont dit que si ça vous intéresse un petit peu de savoir de quoi, la forme, etc. On lui a dit que ça ressemblait un peu au cinéma italien et iranien. Moi j'ai pas trop les refs, mais voilà, si vous êtes cinéphile. Je trouve toujours que les questions des gens elles sont pas archi intéressantes, mais bon bref, on lui a demandé ses inspirations. C'est pour ça qu'il a parlé de l'autre réal, c'est parce qu'ils sont pas beaucoup et que c'est assez dur de s'inspirer de réalisateurs palestiniens, puisque comme c'est un peuple qui malheureusement a été éclaté dans l'espace géographique, les inspirations viennent forcément un peu de partout. Et du coup c'était assez intéressant, il parlait du projet donc From Ground Zero. J'arrive à parler anglais, mais j'arrive pas à parler anglais quand je parle français. Il parlait de choses hyper pratico-pratiques auxquelles on pense pas forcément
forcément. Mais par exemple, le fait qu'il y ait des gros problèmes d'électricité actuellement, garder du lien et tout, c'est hyper compliqué. Qui s'inquiétait énormément de ces équipes sur place qui ne tenaient plus de nouvelles du jour au lendemain. Et qui parfois, pareil, avait besoin d'internet, mais internet était principalement à côté des hôpitaux. Mais qui se trouve à côté des hôpitaux, les journalistes, et qui sont les premières personnes visées, les journalistes. Là, il parle vraiment de son expérience cinématographique, donc là, je reste concentrée sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai 2 bouquins sur la Palestine que je suis en train de lire, dont il faut que je vous parle. L'idée était de pas faire les mêmes images que les médias, de dénoncer ou de faire de la politique, mais vraiment de montrer la vie des gens, entre guillemets, qui n'ont rien demandé. C'est un peu cliché de le résumer à ça, mais c'était un peu, on va dire, la ligne directrice de son projet. Un autre de ses projets qui s'appelle Songe, qui sort en avril, qui est un road movie. Enfin, en gros, c'est un garçon qui a perdu son pigeon, enfin, qui veut retrouver son pigeon, et du coup, il y a son oncle et sa cousine qui vont l'accompagner dans plusieurs endroits. Il va y avoir des scènes à Jérusalem, par exemple. Mais du coup, il nous a parlé de la réalité, de comment ça avait pu être filmé. Voilà, il y a des scènes qui ont été à Bethléem, il y a des scènes, attendez, il y a une autre ville à Haïfa. Il y a des scènes qui sont clairement à d'autres endroits, et il y a des scènes... Enfin, en fait, il faut l'autorisation pour tout, mais eux, ils ont pris le parti de ne rien demander, puisqu'ils estiment que ce sont... on n'a pas demandé l'autorisation chez eux, en fait. Sauf que du coup, ils ont certaines scènes où il y a des soldats israéliens, où ils passent des checkpoints israéliens, en fait, enfin... Et du coup, il y a ça des fois dans certaines scènes du film qui sont réelles et qui sont pas du tout jouées, donc ça donne un climat, là je parle de moi en tant que personne externe qui ne vit pas la situation, d'archi cringe à regarder, d'archi angoissant, et je trouve ça assez terrifiant de voir qu'ils étaient là et qu'à tout moment, tu vois, ils pouvaient les voir. Il y a une mise en danger qui est folle. Je trouve que, voilà, au nom du cinéma, je trouve ça assez impressionnant de prendre de tels risques. Puis en plus, il y avait toute la question de comment filmer, comment ne pas se faire voler ses rushs par les autorités israéliennes, etc. Enfin voilà, c'était des projets qui sont archi compliqués à mener, et tu te dis dans ces situations-là, à quel moment il y a des gens qui préfèrent faire de la musique, faire du cinéma. Et en même temps, il a montré tout un court-métrage d'ailleurs d'une meuf, Anna Eiliwa, qui a un court-métrage qui s'appelle No, avec le groupe Soul Band, et elle justement, elle prône le fait qu'elle a pas envie de prendre le négatif et qu'elle ne cherche qu'à penser aux jours meilleurs qui viendront et de se rattacher à ça. Et du coup, elle parle beaucoup de musique, qui est assez beau ce qu'elle a fait. Ils nous ont montré un extrait, c'était très touchant. Et aussi, il a parlé de choses assez intéressantes. Encore une fois, je vous parle de manière très détachée parce que là, c'est factuel, d'une masterclass, de notes que j'ai prises et tout. Le sujet est bien plus grave et intense, et je vous en parle déjà beaucoup sur Insta, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Là, je vous fais vraiment l'aparté sur cette conférence et lui, comment il a transmis les informations en fait. Et donc bref, le dernier point, c'est que au niveau pratico-pratique, encore une fois, il disait que c'était hyper compliqué donc de tourner vers Gaza et tout, parce que en fait, il fallait des fois transformer, pour les plans justement, transformer par exemple, je sais pas, une station-service en station-service israélienne, des voitures de police en voitures de police israéliennes, et que trouver des mots, des affiches, de quoi décorer, costumer entre guillemets le lieu était archi compliqué. Sans parler du fait qu'ils entendaient des tirs et tout en parallèle, enfin bon bref, terrifiant. Et du coup c'était très intéressant de voir cette personne. En fait, moi j'ai l'habitude de consommer des médias ou de l'art en lien avec l'actualité palestinienne. Je n'écoute pas de musique, je ne consomme pas de cinéma, déjà même de manière générale le cinéma c'est pas trop mon fort, mais la luminosité, attendez je reviens, Golden Hour, mon cul, ouais, quelque chose que je consomme assez peu, et de rencontrer une personne qui n'est pas un journaliste, qui n'est pas un homme politique, qui ne ressasse pas des événements entre guillemets d'actualité, ou qui n'est pas juste un témoignage à proprement parler, je trouvais ça assez intéressant parce que c'est encore un discours de personne que je n'avais pas encore vu, et je vous conseille vraiment son film parce qu'il a l'air vraiment hyper intéressant, on avait plein d'extraits et tout. Moi je vais essayer de voir du coup l'anniversaire de Leila parce que je trouve ça chouette aussi de voir une comédie, c'est hyper intéressant je trouve, et voilà. La moi du montage, je vous informe aussi que je vous ai mis une dizaine de minutes sur toute l'écriture de nouvelles que j'ai fait au mois de mars. J'ai beaucoup écrit et je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de vous partager ça, donc voilà, si ça vous intéresse pas vous pouvez passer directement à la conclusion, sinon vous avez une dizaine de minutes bonus sur mon processus d'écriture, je vais y arriver, mon processus d'écriture au mois de mars. Voilà. J'ai plein de nouvelles à écrire au mois de mars, du coup je t'emmène avec moi dans cette histoire, combien je vais réussir à écrire, combien je vais réussir à envoyer. Faut vraiment que j'arrête de me décolorer les cheveux, regardez on dirait Miss Herbe. Oh, c'est terrible, toute cette petite surtouffe, on dirait un toupet. Allez c'est parti. Car oui, le pyjama est de rigueur pour travailler toute la night, ok? Regardez en plus, je suis une bobo, c'est-à-dire que je sors du travail et que j'ai cette vue sur la Tour Eiffel et que je vais écrire dans un appartement qui fait un demi-pouce de large, pas plus. J'ai même les chiottes
dehors, voilà, sur le palier. Hier, j'ai mangé de la pizza froide, il me manque que le whisky, voilà, pour être une réelle autrice torturée. Mais on va s'y mettre. Je vous fais le point sur les appels à texte auxquels je veux répondre de suite. Donc, nous sommes le 12 mars. Demain, c'est l'anniversaire de ma nièce, elle aura 7 ans. Attendez, je ferme la fenêtre. On ne s'entend plus causer. Je voulais me donner du flow, mais en fait, c'est complètement raté, c'est merveilleux. Changement de stratégie. J'ai aussi envie d'envoyer une nouvelle avant le 15 mars à la nouvelle, donc pour le Paris 8, là, c'est Où va le monde. Ensuite, j'ai envie de participer à la nouvelle des éditions du Grand Peut-être, et il faut que je rende ça le 20 mars. J'ai envie d'écrire pour la Syncopée Revue, au secours, Mystère Bancor, sur le thème 17h44 à rendre avant le 28 mars. Ensuite, j'ai envie d'écrire avant le 30 mars une nouvelle pour la revue Fantasy Art and Studies où le thème c'est la non-violence en fantasy. Avant le 31 mars, il y a le prix Alain Bussy de la revue Galaxies où il faut une nouvelle avant le 31 mars sur une mise en avant des personnages féminins. Enfin, en tout cas, le thème est libre, mais intérêt pour les personnages féminins. Ensuite, il y a le prix Pépin SF qui m'intéresse énormément. Et après, thanks God, les appels à texte suivants sont en mai et en juin. Et ensuite, j'ai envie de reprendre mon roman Oya que je n'arrive pas à reprendre depuis l'année dernière parce que les appels à texte. Donc, je vais tout donner, ok? Et on va voir ensemble ce que j'arrive à faire. Mais avant, je me démaquille parce que... Ok, on ne passe pas la nuit à travailler avec une full face sur la gueule, donc huile de coco. Voilà, attention, c'est comédogène, il faut se laver le visage après, d'accord? Je vous retrouve plus tard. Si un jour j'arrive à faire quelque chose et que je ne finis pas en dépression avant de réussir à faire quelque chose. Car oui, en ce moment, j'ai des symptômes dépressifs très forts et je crois que je rechute. Voilà. Artiste, on a dit. Artiste. C'est un premier échec. Il m'a fallu 1000 ans pour comprendre que le texte de Nos Futurs 3 de Hachette voulait 600 000 mots max et mon texte en fait 680 et je n'arrive absolument pas à réduire, à couper des chapitres et tout, sinon c'est un non-sens. Donc voilà, j'ai pas envie de proposer un truc pas abouti, donc j'abandonne. Enfin, je vais faire autre chose. Enfin, quand je dis autre chose, c'est travailler sur un autre appel à texte. Je vais pas écrire un roman d'ici demain, soyons clairs. Il est 21h30, je n'ai pas démêlé mes cheveux après ma douche et j'en ai trop marre. Il y a un concours où il demande que ton texte il soit en justifié, 12, interligne 1.5, enfin comme beaucoup, et en calibri, et que ce soit paginé, et que y ait ton nom. Sauf que moi j'ai un iPad, voilà, donc il y a absolument aucun logiciel où il y a le Calibri. Donc je suis passée par Canva, sauf que sur Canva, donc il y a Calibri, donc j'ai inséré des numéros de page, etc. Sauf que la maison d'édition ne le veut pas en PDF, mais en Word. Donc quand je télécharge sur Canva en PDF et que je vais ensuite sur ilovepdf.com pour le transformer en Word, ça fait bugger la pagination, donc c'est impossible pour moi de l'avoir en Calibri. Je deviens fou. Là, j'ai bientôt terminé une nouvelle pour les éditions du Grand Peut-être en espérant que ça les chauffe parce que j'aime bien ma nouvelle. Je suis plutôt satisfaite. Voilà, j'espère qu'elle va devenir quelque chose. Bref, je vous tiens au courant pour la suite. J'espère l'envoyer demain. Voilà, là, je suis en déplacement pro, donc je peaufine. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un Airbnb tellement petit que nous sommes dans les chiottes. Bref, j'essaie d'envoyer ça demain. Enfin, de la peaufiner ce soir et de l'envoyer demain. Ce que ça donne. Je suis assise par terre contre le chauffage, mais j'ai terminé ma nouvelle, enfin le premier jet. Je vais la reprendre demain, enfin le premier jet amélioré quand même. Je vais la reprendre demain et je vais essayer d'envoyer ça demain. Mais en même temps, j'ai vu qu'elle pouvait aussi correspondre à un appel à texte pour une revue, mais en même temps c'est une toute petite revue, mais en même temps, dans les deux cas, j'ai l'impression que je suis jamais prise, donc est-ce que j'enverrai pas ma nouvelle aux deux? Bon, j'ai toujours mes deux antennes là qui me font ressembler à Tilt dans Mille et une pattes ou à un Mystherbe. Je viens de rentrer à mon Airbnb, je suis en déplacement pro, sans doute des marques de lunettes, yes. Je vais envoyer la nouvelle que j'ai terminée hier, enfin je vais la relire, l'envoyer pour l'appel à texte. Et pendant la journée, quand je m'ennuyais en réunion, très professionnelle, j'ai commencé à écrire le pitch, l'univers, tout ce que tu veux, pour un autre appel à texte qui est sur le concept de non-violence dans la fantasy pour une revue. Voilà, on est parti pour écrire ça et pourquoi pas, après tout, la bonne bise. J'ai oublié de vous dire, mais hier, mon texte, je l'ai envoyé à 2 maisons d'édition. Pas du tout, il y a eu 2 soumissions. Je vais y arriver. Il y a eu 2 romans. Oh putain, il y a 2 maisons d'édition qui ont ouvert leur soumission. Du coup, j'ai envoyé ma romance d'urban fantasy et j'ai réussi à envoyer la nouvelle
à l'appel à texte et cette luminosité est terrible et j'arrive au travail, la bonne bise. Ce mois de mars est beaucoup trop intense, il me reste un poème et 2 nouvelles à écrire avant 3 jours, 4 jours. Donc voilà, la bise. J'ai écrit la moitié d'une des 2 nouvelles, donc je suis à un quart du travail des premiers jets seulement, me direz-vous. Mais je vais au festival Salam pour aller voir une masterclass de Rachid Macharaoui, qui est un réal palénien. Je prononce sans doute très très mal son nom. Et on devait avoir la projection de l'anniversaire de Leïla, mais comme il y a l'occupation de Rennes 2, puisque ça se faisait à Rennes 2, il n'y a que la conf qui est restée dispo. Nous allons là et après j'écrirai demain et voilà. En fait, je vais essayer, je vais pas essayer, en fait, l'anniversaire de Leïla est dispo au champ libre. Donc je vais pouvoir l'emprunter et le regarder quand bien même. Voilou. Même coupe, même place, même pyjama. J'ai terminé le premier jet de la nouvelle que je dois renvoyer après-demain. Il faut que j'écrive un poème, il faut que j'écrive encore une nouvelle. Mais comme j'ai la tête comme as, je vais plutôt créer un joli tableau Excel du suivi, de mes sons d'édition, de dédicaces, etc. Parce que le mien, il pue la merde et que j'ai envie de voir autrement. 6 juin, la dégaine d'une autrice qui vient d'envoyer un texte et une illustration pour un appel à contribution. Oui, on est toujours en mars. Oui, je suis dépassée par les événements. J'ai quand même changé de pyjama. Ok. Et c'est un peu le programme du jour que de me laver les cheveux. Elle nous manque la mode de la cure de sébum, elle nous manque, à nous les artistes. Tu sais que quand tu commences à faire ce genre de recherche, c'est que ça va mal. Sachant que pour les éditions Octokill, j'avais répondu à un appel à texte et j'avais perdu ma nouvelle la veille et j'ai dû tout réécrire. Et en fait, là, j'avais juste enregistré pas au bon endroit. Je n'étais pas prête à recommencer. Je l'aurais pas fait. C'est bon, je vais m'attaquer au deuxième jet maintenant que cette problématique n'existe plus. 6 juin, une femme propre qui a envoyé une nouvelle parce que la nouvelle ne s'était finalement pas perdue sur l'ordinateur. J'avais juste mal enregistré mon truc au mauvais endroit. La bouffonne. Je viens d'envoyer ma nouvelle à la Syncopée revue pour le thème 17h44. Je suis archi pas convaincue par le choix du texte. J'ai pris une ancienne nouvelle et je l'ai retravaillée pour que ça s'adapte. Je sais plus si je vous ai dit, donc hier j'ai envoyé à Friction Magazine. Ils ont fait un appel à contribution sur Militer en 2025. Et hier aussi j'ai envoyé mon texte pour le prix Alain Bussy qui est pas de thème. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Sensibilité au perso féminin, etc. Et là, je vais écrire, il me reste 3 jours pour écrire, pour la revue Fantasy Art and Studies. Et le thème, c'est la non-violence dans la fantasy. 30 000 signes, espace compris maximum. De toute façon, je ne pense pas que j'arriverai jusque-là, ma foi. Mais voilà, c'est parti. Ah si, et j'ai aussi envoyé à La Faucheuse de mots mon roman Enchanté. Voilà, il faisait un appel à texte et je me suis dit pourquoi pas. Du coup, il ne me reste plus qu'une seule nouvelle à écrire qui va être donc à envoyer pour demain. C'est celle sur la non-violence. En fait, je voulais faire un truc hyper sympa, mais ça demande beaucoup de réflexion entre guillemets, donc je préfère le garder pour un autre projet, l'écrire une autre fois plutôt que le bâcler. Donc je vais réutiliser entre guillemets une nouvelle dont personne ne veut jamais pour essayer de l'adapter au sujet, parce que je pense que ça peut être possible. À tout moment, cette nouvelle est prise dans 3 revues et j'ai pas l'air conne. Je ne pense pas. On va faire ça. Ça y est, j'ai envoyé tous mes textes du mois de mars. On est le 30. J'en peux plus. J'ai envoyé pour... Qu'est-ce que je voulais dire ? La revue Fantasy Art and Studies et le prix Pépin. Et je crois bien que c'est tout, hein, au bout d'un moment. Je suis éreintée de ce mois-ci. Je suis vidée comme un citron. Et je vais arrêter d'écrire pendant 2-3 jours. Hein, parce que là, c'est mon genou. C'est trop bizarre. Bref, merci d'avoir suivi cette épopée. La bise. Au final, cette vidéo est archi longue. Je pensais qu'elle ferait 20 minutes. C'est un enfer. Mais j'ai beaucoup consommé de culture ce mois-ci. Je pense que les mois prochains, pas trop. Donc écoutez, ce mois-ci, j'en ai bouffé en veux-tu en voilà et je vous le partage. J'espère que ça vous intéresse un peu. Moi, c'est un format que j'aime bien faire. Je parle peut-être trop vite ou je développe pas assez des sujets ou je sais pas.
Moi je me dis que ce qui peut être intéressant c'est de développer sur les livres parce que c'est un sujet qui normalement vous intéresse et vous parler des expos, conférences, films ou que sais-je de manière un peu plus légère et si ça vous intéresse d'aller vous renseigner. Parce que les expos, les 3/4 des fois sont finis quand les vidéos sortent. Les films, j'en regarde assez peu. Les séries, les 3/4 des gens les connaissent déjà. Et les conférences, en fait, je vais pas vous refaire la conférence en fait. Donc voilà, j'essaie de trouver un équilibre un peu là-dedans. Ah, et sinon je vous conseille l'album de Lady Gaga qui est incroyable. Enfin voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si vous avez des commentaires, si ça vous a inspiré, si vous avez des critiques à émettre, ou des trucs qui pourraient m'intéresser, des expos que vous avez vus qui pourraient m'intéresser, etc. N'hésitez pas à me le dire. Et je devais aller voir aussi la dernière pièce de théâtre de Michalik qui s'appelle Passeport, qui est sur Calais et tout le drame qu'il y a autour des personnes qui essayent de survivre là-bas. Et j'ai fait une crise d'angoisse, donc je n'y suis pas allée, je suis deg et j'espère la revoir bientôt quand je serai sur Paris, parce que j'y vais souvent, donc voilà, je pense que je la reverrai. Donc j'ai perdu 15 balles, mais bon... chier. Que disais-je? Merci d'être là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, à m'aider financièrement sur Patreon avec la somme que vous voulez, avec la durée que vous voulez. N'hésitez pas à aller voir dans ma bio aussi, je partage des liens généralement sur ce qu'il y a dans cette vidéo. La seule chose que je partage pas dans mes descriptions YouTube, c'est les cagnottes pour la Palestine. Je les mets dans ma bio Insta parce que mes vidéos sinon font premier degré de vues. Il y a eu plein de fois où j'ai supprimé des vidéos et remis parce qu'elles ne dépassaient pas les 2 vues. Donc en fait, les gens ne verront pas les liens si je ne fais que 2 vues. Donc je vais maintenant prendre le réflexe, si j'oublie pas, de vous rediriger à chaque fois vers le lien qu'il y a dans mon Insta ou dans mon TikTok, enfin dans ma bio, où je partage donc des cagnottes diverses et variées. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à donner de l'argent et si vous ne pouvez pas, à minima, partager énormément sur le sujet, sur le Congo, sur tous les drames qui à l'heure actuelle se passent aux États-Unis et ailleurs. Ne nous regardons pas seulement le nombril. Même si on parle de choses plus légères, n'oubliez pas que l'art est politique et il en découle beaucoup de choses. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore de suivre mes vidéos, ça me fait grave plaisir. On est bientôt 1100 ici, c'est beaucoup moi je trouve. J'ai pas la monétisation car clairement je fais pas du tout assez de vues, mais j'espère qu'un jour je pourrai tirer 40 balles pour payer mes séances de psy. Ce serait la moindre des choses que de parler de mes traumas sur internet, au moins que ça serve à survivre. Je vous remercie encore et bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Boom, bang.